Bonjour à tout le monde. Bienvenue dans cette séquence de cours intitulée Produits de convolution. Mon nom est Soutinho Kofi Patrick et je suis enseignant-chercheur à l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie, mathématiques du Bénin. Alors, nous allons voir un aspect très important du traitement numérique du signal qui est le produit de convolution. Laissez-moi vous dire une chose. Qui maîtrise le produit de convolution maîtrise déjà 50% de tout ce que nous avons à faire ensemble. Donc, attachez vos ceintures et c'est parti. Qu'entendons-nous par système à temps discret? Un système à temps discret sera un système qui sera capable de transformer un signal à temps discret en un autre signal à temps discret qui sera le signal de sortie. Donc, tout système qui transforme un signal d'entrée discret en un signal de sortie discret sera appelé tout simplement un système à temps discret. Maintenant, quand on part un système linéaire, un système sera qualifié de linéaire lorsque sa sortie est proportionnelle à son entrée. Cela veut dire quoi? Lorsque je fais rentrer x1 de n et je produis y1 de n à travers un système donné, lorsque je vais amplifier x1 de n, y1 de n sera amplifié de façon proportionnelle. Essayons de voir un peu comment on peut modéliser mathématiquement cela. Retenons déjà que le système que nous utilisons en guise d'illustration transforme le x1 de n en un y1 de n. De la même manière, ce même système arrive à transformer une entrée x2 de n en un y2 de n. Si ce système-là est linéaire, alors s'il transforme x1 de n en un y1 de n, si je fais rentrer un coefficient a multiplié par x1 de n, donc une amplification de a, la sortie également sera amplifiée de. Je continue toujours en disant que si x1 de n donne y1 de n et x2 de n donne y2 de n, cela veut dire que a x1 de n plus b x2 de n nous donnera tout simplement a y1 de n plus b y2 de n. Donc voilà un peu ce que nous pouvons retenir d'un système linéaire qui va essayer de faire varier proportionnellement sa sortie en fonction de son entrée. Qu'entend-on par système invariant? Un système sera qualifié d'invariant lorsque son comportement ne varie pas au cours du temps. Je m'explique. Si je fais rentrer x1 de n à l'instant n, est-ce qu'il produit y1 à l'instant n? Lorsque je vais faire rentrer à nouveau x1 à l'instant n-k, il va produire toujours y1, mais à l'instant n-k. Donc, c'est ça qui est modélisé ici. Si x1 de n produit y1 de n, alors x1 de n-k va produire y1 y de n-k. Donc, pour donner une illustration d'un système variant, c'est l'homme. Imaginez-vous un instant que je m'approche un peu de vous et que je vous gifle. Quelle sera votre réaction? Certains vont se lever me gifler aussi, d'autres vont juste m'insulter par respect de ma posture d'enseignant que j'ai devant. Mais si je m'avise 10 minutes plus tard à me rapprocher à nouveau de vous et à vous gifler, je pense que ceux qui m'avaient donné un giflement donneront deux, ceux qui m'en avaient pas donné se donneront à cœur joie. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir dans cette affaire-là? Nous, en tant qu'hommes, étant un système dont l'entrée est la gifle et la sortie est justement la gifle que lui va retorquer, le comportement varie en fonction du temps. Certains qui avaient giflé une fois pourraient gifler deux fois un peu plus tard. Certains qui n'avaient pas du tout giflé pourraient commencer à gifler. Donc, ce système-là est variant dans le temps, le comportement change. Alors que le système invariant, lorsque vous lui faites une entrée et il produit une sortie à l'instant T, vous lui renvoyez la même entrée à l'instant T plus 1, et bien, il va produire exactement la même sortie à l'instant T plus 1, ce qui est modélisé ici. Alors, quand on parle système linéaire invariant, c'est tout simplement un système qui est à la fois linéaire et invariant. Un système dont la sortie est à la fois proportionnelle à son entrée, mais également dont le comportement ne varie pas au cours du temps. Une autre notion que vous connaissez certainement, mais que je me dois de rappeler ici, c'est la notion de réponse impulsionnelle. Qu'est-ce qu'on entend par réponse impulsionnelle? La réponse impulsionnelle, c'est la sortie de mon système lorsque l'entrée est une impulsion de Dirac. Ça veut dire quoi? Si j'ai mon système linéaire invariant et je fais rentrer une impulsion de Dirac, qu'est-ce que j'aurai en sortie? La réponse impulsionnelle. Donc, la réponse impulsionnelle est un signal et c'est le signal qui résulte de l'entrée d'une impulsion de Dirac à l'intérieur de mon système linéaire invariant. Et cette réponse impulsionnelle est une caractéristique du système. Bien. Dès que nous connaissons la réponse impulsionnelle d'un système, on peut prédire la sortie de ce système si on connaît l'entrée. Mais en quoi faisant?
en nous basant justement sur ce qui fait l'objet de cette séquence de cours, qui n'est rien d'autre que le produit de convolution. Donc, on dit que la sortie d'un système linéaire invariant fait quoi? Le produit de convolution de son entrée par quoi? Sa réponse impulsionnelle. Donc, le challenge à relever maintenant, c'est de voir comment est-ce qu'on réalise cette opération, qui est la pierre angulaire de quoi? Du traitement numérique du ciel. Alors, lorsque je dis que y de n fait le produit de convolution de x de n et de h de n, cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que ça fait la sommation des k allant de moins l'infini à plus infini de x de k, h de n moins k. Mais le produit de convolution est permutatif. Ça veut dire quoi? Qu'on mette h en première position et x en deuxième position et inversement, ça revient au même. Cela veut dire quoi? Ce même modèle peut s'écrire en mettant h ici et x là. C'est pour cela que nous avons également ceci. Donc, on applique ça, ou bien qu'on applique la deuxième expression, on doit trouver exactement le même résultat. Eh bien, on va d'ailleurs faire une évaluation formative dans ce sens-là. Alors, essayons donc de voir un peu comment ça se passe. Mais chacun a son problème. Peut-être que certains amis ont déjà des problèmes avec le signe sommation. Donc, on va commencer déjà à prendre un petit exemple pour s'assurer que tout le monde sait faire des sommations. Regardez, on vous dit que un f de x est égal à 2x. Et on souhaite déterminer S qui est la sommation des x allant de 0 à 5 de f de x. Alors, comment on fait? Dans un premier temps, on a le f de x là, on va remplacer dans f de x toutes les valeurs entières situées entre la valeur minimale qui est 0 et la valeur maximale qui est 5 dans notre exemple. Alors ça donne quoi? F de 0 plus f de 1 plus f de 2 plus f de 3 plus f de 4 plus f de 5. Puisqu'on a dit que c'est une sommation, donc c'est pour ça qu'on a les plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait après? On va calculer f de 0 qui fait 2 fois 0, f de 1 qui fait 2 fois 1, f de 2 qui fait 2 fois 2, ainsi de suite, ce qui nous donne cela. Alors, par produit, on va faire le calcul, ce qui nous donne tout simplement 0 plus 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10. Une fois que nous avons ça, lorsqu'on somme tout ça maintenant, cette sommation nous donne tout simplement la valeur 30. C'est aussi simple que ça. N'hésitez pas à reprendre autant que faire se peut cette partie pour être sûr que vous maîtrisez la sommation. Parce que le produit de convolution, ce n'est pas une sommation avec des bornes finies, hein, c'est une sommation infinie. Donc, il faut comprendre ça avant de pouvoir continuer. Donc, comment est-ce qu'on va appliquer notre notion de produit de convolution? On va prendre plutôt un exemple. On va s'amuser à faire le produit de convolution de ces deux signes. Le premier signal que j'appelle x1 de n, le second signal que j'appelle x2 de n. Depuis la séquence passée, tous mes étudiants sont capables de me dire que x1 de n fait quoi? 2 dira de n-1 plus 2 dira de n-2 plus 2 dira de n-3. C'est ça qui est là. De la même manière, constatant qu'ils n'ont que deux échelons, tous échantillons, pardon, tous mes étudiants sont capables de me dire que x2 de n fait quoi? 1 dira de n-1 plus 1 dira de n-3. Je vous le souffle, il est plus facile de gérer des Dirac que des échelons. Donc, quand vous avez un signal fini, modélisez-le en fonction du Dirac et non en fonction de l'échelon. On va faire le produit de convolution de tout ça. Alors, nous remettons nos deux signaux-là, leurs différents modèles que nous venons de mettre en place, et on pose la définition du produit de convolution, qui fait donc quoi? Sommation des k allant de moins l'infini à plus l'infini, de x1 de k, x2 de n moins k, ou bien on met x2 en première position, ce qui nous donne ceci, x2 de k, x1 de n moins k. On peut choisir l'un comme l'autre, mais dans le cas du développement, on va prendre le premier qui met x1 de k en première position. Donc, nous retrouvons exactement le modèle du produit de convolution des deux signaux, le modèle de sommation de moins l'infini à plus infini, mais ici, vous constatez que le moins l'infini a laissé place à 1, le plus infini a laissé place à 3. Pourquoi? On regarde tout simplement le signal qui est en première position. Dans notre cas, notre signal, c'est x1 de k. Et on essaie de voir pour quelle valeur de n ce signal est différent de 0. Dans notre cas, c'est de 1 jusqu'à 3. Donc, on remplace les bornes de sommation par 1 comme valeur minimale et 3 comme valeur maximale. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Si, par exemple, j'allais jusqu'à 4, quand je vais remplacer k par 4, ça va me donner x de 4, x1 de 4, ce qui me donne 0, ce qui me fait 0 fois quelque chose, ce qui donne 0, ce qui ne servirait à rien puisque ça donnera 0 et ça ne va pas intervenir dans la sommation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se contente juste de la sommation des cas pour lesquels le premier signal est différent de 0. Et on s'arrête là. Donc, on développe donc en remplaçant d'abord k par 1. Donc, ça va faire x1 de 1 fois x2 de n-1
plus x1 de 2 fois x2 de n-2, ainsi de suite, ce qui nous donne cette expression-là. Donc, S de n qui fait la sommation des 1 jusqu'à 3 de notre expression nous donnera quoi? X1 de 1 multiplié par x2 de n-1 plus x1 de 2 multiplié par x2 de n-2 plus encore x1 de 3, x2 de n-3. C'est ça qu'on a écrit ici. Alors, je réécris cette expression-là. Et qu'est-ce qu'on va faire? Les x1 de 1 seront remplacés par leur valeur. Que vaut x1 de 1? Ça vaut 2. Que vaut x1 de 2? Ça vaut 2. Que vaut x1 de 3? Ça vaut 2. Donc, quand on remplace les x1 de 1, x1 de 2 et x1 de 3 par leur valeur, voilà ce que nous avons comme expression. Donc, la dernière chose à faire, c'est de voir x2 de n-1. Qu'est-ce que ça donne, sachant que x2 de n donne ceci? Alors, lorsque j'ai x1 de n qui donne ça, quand on va faire x2 de n-1, tous les n seront remplacés par n-1. Donc, Dirac de n-1 deviendra quoi? Dirac de n-1-1, ce qui fera Dirac de n-2. Dirac de n-3, ça va faire quoi? Dirac de n-1-3, ce qui va faire Dirac de n-4. C'est pour cela que quand je prends x2 de n-1, j'aurai quoi? Dirac de n-2 plus Dirac de n-4. Quand j'aurai x de n-2, j'aurai Dirac de n-3 plus Dirac de n-5. Quand j'aurai x2 de n-3, partout où il y a n-1, ça va passer à n-4. Là où il y a n-3, ça passe à n-6, tout simplement. Donc, voilà un peu. Donc, on va remplacer cette expression-là ici, celle-ci là et celle-ci là. Alors, ça nous donne donc quoi? 2 facteurs de tout ça, plus 2 facteurs de tout ça, plus 2 facteurs de tout ça, ce qui nous donne l'expression que vous avez quelque part par ici. Alors, une fois que nous avons tout ça, qu'est-ce que nous faisons? Nous développons tout simplement. Et quand on développe, on a donc 2 fois ceci, plus 2 fois ça, 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 ce qui nous donne cette expression-là. On a mis en bleu les Dirac qui ont exactement la même variable, qui fait n-4. Alors, nous sommes ces deux-là, ce qui va donner pour Dirac de n-4 un coefficient 4. Donc, j'ai 2 Dirac de n-2, plus 2 Dirac de n-4, plus 4 Dirac de n-4, plus 2 Dirac de n-5, plus 2 Dirac de n-6. Donc, voilà l'expression de produit de convolution, du produit de convolution de ces deux signaux-là. Alors, vous remarquez donc aisément que ici, on a le modèle qu'on vient de trouver et sa représentation graphique, qui est le signal issu du produit de convolution de ces deux signaux-là. Tout simplement. Donc, si par exemple, ça c'était l'entrée et ça c'était la réponse impulsionnelle d'un système, la sortie serait modélisée par ça, qui est la représentation graphique, et ça, la représentation fonctionnelle. Alors, notre première évaluation formative sera la suivante. On va reprendre l'exemple de tout à l'heure, mais cette fois-ci, on va mettre x2 en première position. Et vous développez exactement comme nous avons fait, et on va voir si on obtient exactement le même résultat. Donc, comme d'habitude, vous avez un Google Form sur lequel vous allez scanner ce que vous avez fait et le poster pour la première évaluation formative. Alors, donc, je vous précise bien que c'est ceci qu'il faut utiliser. Il faut mettre x2 de k en première position. Donc, il faut faire bien attention pour ne pas reprendre ce que nous venons de faire. Comme deuxième évaluation formative, nous avons deux signaux que vous avez devant vous, H et G. Et on peut chercher S de N, qui n'est tout simplement que quoi? Le produit de convolution de ces deux-là. Vous le faites sur papier, vous le scannez et vous le mettez au niveau de la partie où vous devez uploader la deuxième évaluation formative. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Ça a été un tout petit peu long, mais c'est vraiment très, très important comme séquence. N'hésitez pas à suivre autant de fois que nécessaire cette vidéo pour apprivoiser la notion de produit de convolution. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.